parlons de nucléaire. On vous emmène en Iran. Alors, ce qui est bien avec certains régimes, vous allez voir que le pire n'est jamais loin. Et parmi ces pays, eh bien, on peut compter sur les mollahs. Illustration avec cette vidéo qui vient d'être publiée. Alors, regardez bien, c'est de la propagande. Regardez bien tous les détails. Ce n'est pas un quiz, mais on y reviendra juste après avoir regardé ce document. C'est parti. Alors, on pourrait en rire, comme le fait Aline Lebay-Kramer. Le problème, c'est que tout ce matériel existe et que ce n'est pas marrant du tout, mon cher Xavier. À tel point, et on a d'ailleurs les images, les Américains prennent ça très, très au sérieux. Alors l'homme que vous avez vu sur le command car là, qui parcourt ces tunnels remplis de missiles divers et variés s'appelle Mohamed Bagheri. C'est le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Et ils ont montré le tunnel en sorte... C'est une sorte de signalement stratégique. En fait, les Iraniens ont reçu une lettre de Donald Trump leur enjoignant de commencer à discuter très rapidement de leur futur arsenal nucléaire éventuel. Et de leur futur tout court, peut-être. De ne pas le faire du tout, en les menaçant de répression, à commencer par les Houthis. Les Houthis, c'est la première phase de la répression contre l'Iran. En échange, les Iraniens nous montrent ces tunnels qui sont visiblement assez nombreux en Iran, où sont entreposés toutes sortes de missiles, de lanceurs divers et variés. C'est bien fait, quand même. Ah, c'est bien fait. Ça n'a rien d'amateur. Bagheri, il rajoute que si jamais l'Iran devait révéler tous les tunnels de missiles qu'il y a dans le pays, et ben s'ils en révélaient un par semaine, ça prendrait au moins 2 ans. Je vous laisse faire le calcul. 52 multiplié par 2, c'est assez simple en fait. 104 a priori d'après eux. Alors, c'est une sorte de propagande. Dans le même temps, les Américains ont laissé fuiter qu'ils étaient en train de déployer des bombardiers furtifs B-2 sur une île de l'océan sur la base de Diego Garcia. Exactement, louée aux Britanniques, pour leur permettre d'aller bombarder l'Iran le plus rapidement possible, si jamais cela était nécessaire. Alors, donc on voit qu'il y a une montée des tensions qui est assez forte. On va voir les images de cette base de Diego Garcia, où d'ailleurs les Américains ont multiplié. Alors, c'est jamais arrivé de masser autant de bombardiers furtifs sur une base. Ça prouve quand même que les Américains sont... regardez, voilà, à la base. Entre Diego Garcia et l'Iran, il y a le Yémen, quasiment sur la route en fait. Donc, est-ce que c'est pour bombarder les Houthis? Est-ce que c'est pour bombarder l'Iran? Ou les deux. Ça dépend ça serait certainement en collaboration avec les Israéliens. Si ça devait se faire, c'est pas quelque chose. Ça dépend de la réponse des Iraniens. Tiens, j'ai quelque chose à vous faire écouter. C'était sur l'antenne de LCI. Il s'agit de John Bolton. C'est l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump. Alors aujourd'hui, il n'est plus vraiment trumpiste, mais ce qu'il dit, c'est assez intéressant sur la pensée des États-Unis vis-à-vis de l'Iran et du nucléaire. Mais que ce soit Israël, les États-Unis ou bien un autre ensemble, je pense que l'heure est venue de détruire le programme nucléaire iranien. Je pense que ça sera la dernière occasion avant qu'ils ne parviennent vraiment à développer des capacités militaires. Je pense que nous avons retardé cela pendant trop longtemps. Ça fait maintenant quasiment 30 ans depuis que la menace de prolifération iranienne est apparue. On s'approche dangereusement du moment où l'Iran pourra avoir des capacités nucléaires. On aurait dû mettre un terme à ce programme il y a des années et l'heure est venue de le faire. Je pense qu'il est fort probable que Trump encouragera Israël à frapper et que les États-Unis ne participeront pas. Voilà, bon, c'est un peu radical, c'est du Bolton, Sébastien Abyss, mais quand même, on peut revoir ces images de propagande, mais l'arsenal nucléaire, d'abord, on n'en sait pas grand-chose. Les Iraniens, ce qui peut être que ce soit civil ou militaire, mais ça reste quand même une menace. Non, mais du côté menace ou montée en capacité de l'Iran sur le militaire, c'est pas une surprise. Par contre, l'état réel, les stocks
et surtout la capacité à faire de la balistique opérationnelle. C'est bien d'avoir des bombes, les lancer et les faire exploser loin de son sol. On sait que l'Iran a quand même de grandes limites encore en la matière. Déjà qu'ils ont un matériel. C'est que l'ami russe, à un moment donné, aidait un peu. Voilà, donc on sait qu'il y a cette. Les frappes sur Israël n'ont pas été très non, efficaces. Mais exactement. On a vu qu'il y a des limites à la puissance supposée militaire iranienne. Deux choses. Arabie Saoudite, on n'en parle pas. Il y a quand même beaucoup de discussions en Arabie Saoudite en ce moment où les Américains sont très présents. Qu'ont demandé les Saoudiens en ce moment pour faire ce travail diplomatique ? Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça va pas fort. Moi, j'ai été très frappé. J'ai passé un peu de temps au mois de janvier en Arabie Saoudite. J'ai entendu beaucoup de gens dire il faut qu'on soit en reconstruction du Yémen. Ils ont quand même contribué à tout casser, comme l'Iran au Yémen. Il y a 50 millions d'habitants demain au Yémen. C'est un grand pays très peuplé. Les Saoudiens sont préoccupés, mais les Saoudiens veulent faire du Yémen une chasse gardée économique qui permet aussi une pénétration vers la Corne de l'Afrique. J'attire l'attention là-dessus. La Chine est très présente aussi de l'autre côté à Djibouti. Et il y a des discussions très fortes entre Saoudiens, Chinois, pour faire ce désenclavement logistique et économique d'une partie du continent africain depuis la base yéménite. Et l'Arabie Saoudite ne verrait sans doute pas d'un mauvais œil que les États-Unis, avec complicité israélienne, fragilisent ou tapent davantage l'Iran. L'Iran sait aussi, de l'autre côté, que le monde est en train d'être de plus en plus préoccupé sur un terrain nombreux de conflits ou de conflits en devenir. Et donc pour l'Iran, accélérer aujourd'hui, c'est aussi quelque part le timing. Enfin, je le dis pour finir, 2025. Là, on vient de voir que les États-Unis peut-être pourraient taper sur l'Iran. Imaginons aussi que les États-Unis finalement se fâchent sur la Russie parce que finalement Poutine agace Trump, etc. Enfin, il peut y avoir dans une semaine, il y a un feu d'artifice douanier et tarifaire qui est annoncé par les États-Unis, les fameux jours de la libération. Il faudrait quand même pas s'inquiéter sur ce feu d'artifice douanier quand on voit qu'il peut y avoir un feu d'artifice un peu plus périlleux pour la planète à venir. Ça commence à faire beaucoup de feux d'artifice. L'Arabie Saoudite cherche des assurances-vie aussi pour ses installations pétrolières qui ont déjà été bombardées par des drones en 2019. Juste revenir sur ces images qui sont à la fois terrifiantes et aussi un peu ridicules, parce qu'il y a quand même, il y a déjà eu des vidéos de ce genre d'installations souterraines iraniennes qui ont été même de centrifugeuses. 2019, 2020, même 2023. Là, il y a une mise en scène très claire qui fait quand même de l'ordre de la Corée du Nord. En fait, c'est deux personnages, les deux commissaires d'exposition de missiles que sont les responsables des gardiens de la Révolution sur leur voiture, exposent leurs missiles certes, mais aussi leur vulnérabilité parce qu'il y a quelque chose de problématique, en tout cas selon les experts qui ont regardé ces images. Il y a des missiles à l'air libre, il n'y a pas, on s'interroge sur les portes de séparation, sur la question des revêtements. Donc il y a aussi une vulnérabilité qui est exposée. Donc il y a de toute façon... Ces tunnels peuvent être à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres en profondeur. Je crois que c'est un très beau drapeau israélien peint au sol à un moment. Tout à fait, mais de rappeler quand même... une des particularités d'ailleurs du système... Israël a déjà détruit ce genre d'installation souterraine. Les États-Unis ont quand même de l'équipement capable d'aller à ces profondeurs-là. Donc là, tout se joue évidemment sur la question de la décision. Je suis sûr qu'Israël ait déjà détruit ce genre d'installation. En Syrie, des installations iraniennes qui étaient souterraines en Syrie. Oui, oui, mais ce ne sont pas les mêmes que celles-là. Il y a une limite, Aline, à la pénétration des bombes anti-bunker. On ne sait pas exactement à quelle profondeur. Il n'y a que dans Top Gun 2 que la mission réussit. D'après des militaires... À l'heure où on est en train d'éplucher des genres d'expositions type de signal, je pense qu'il n'est pas forcément extrêmement judicieux. Si je ferme juste ma phrase. En tout cas, il y a plusieurs experts sur ce type de questions qui ont juste remarqué qu'il n'est pas forcément judicieux, alors qu'on est dans 2 mois critiques, parce qu'ils doivent donner une réponse à Trump sur la question de l'accord ou pas accord, etc., d'exposer à ce point et de façon aussi flagrante toute leur installation. En tout cas, celle-là. Parce ou une partie. Alors, regardez bien, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien regarder les images. Je ne sais pas si vous avez noté. On va la voir. Ça s'affiche. Non, c'est pas celle-là. Eh ben oui, elle est trop basse. Ça va pas. Comment on peut voir ce que l'on voulait montrer si l'image n'est pas... Voilà, on marche, bien évidemment. C'était plus discret tout à l'heure, mais voilà, on marche sur le drapeau israélien. C'est là où on rejoint qu'il y a bien évidemment du visuel, mais Arthur, il y a aussi de la propagande. Bien sûr, on est en plein dans la propagande du régime iranien.
ce qui interroge dans cette montée en tension entre le régime iranien et l'administration Trump, c'est à quel point la volonté, en revanche, de l'administration Trump de normaliser ses relations avec la Fédération de Russie aura un impact sur ces relations, parce qu'on connaît les liens étroits entre la Fédération de Russie et l'Iran. Au-delà des liens étroits, la dépendance entre ces deux régimes, mais pas qu'entre ces deux régimes. L'interdépendance. En fait. L'interdépendance avec la Chine. La Chine... On parlait de grains tout à l'heure, on parlait de militaires, bien évidemment. Bah, tout ça, on parle de drones iraniens lancés sur l'Ukraine par les Russes. Et on parle de cargos, de blé qui arrivent également. Donc c'est d'une grande complexité. Et on va, dans quelques minutes, on va parler d'un sujet assez grave. On s'interroge vraiment si l'administration Trump va être suffisamment compétente pour aller au bout des impasses stratégiques dans lesquelles elle est en train de se lancer. C'est-à-dire... Cette normalisation avec la Fédération de Russie aura forcément des impacts au Moyen-Orient contre ses intérêts ou contre les intérêts d'Israël et n'aura pas forcément la volonté escomptée de détacher ces régimes de la Chine. Est-ce que l'administration Trump peut aller au bout de ses objectifs ? Ça, c'est... La coopération Russie-Iran, ça vaut aussi pour le spatial et pour le nucléaire. Oui. Si on peut penser que l'Iran est capable de fabriquer des ogives nucléaires en quelques semaines, au moins 3 ou 4, c'est certainement, et de les lancer à terme, ils n'ont pas fait d'essais, on verra quand ils feront des essais, mais c'est aussi grâce à leur coopération avec les Russes, coopération qui est permise parce qu'ils ont livré du matériel militaire à la Russie. Sébastien, Arthur a raison, c'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe avec la Russie, à quel point l'administration de Trump est malmenée par Moscou. Ces coups de poker, s'ils tentent la même chose avec l'Iran et ça ne fonctionne pas, ça peut être catastrophique. Alors, pour les États-Unis peut-être, mais pour nous aussi, par ricochet, quand je disais que le monde ne va pas bien et que des poches de tension, il y en a un peu partout, voilà, on se rajouterait encore un problème. Oui. Rappelant qu'en plus, le Moyen-Orient, le conflit avec Israël, bien évidemment, n'est pas du tout réglé. Quoi que nous disait l'administration 47e président des États-Unis. J'allais justement rappeler qu'à Gaza, en ce moment, le cessez-le-feu... Donc, il n'y a pas beaucoup de conflits aujourd'hui qui sont résolus. Il n'y a pas beaucoup de cessez-le-feu qui sont respectés. Et on a plutôt une inflammation dans différentes régions du monde à plusieurs titres. En Asie aussi, ça peut surchauffer un peu plus demain. Deux choses. Depuis 30 ans, je ne vois pas très bien dans quel endroit les États-Unis n'ont pas contribué à créer plus de déstabilisation que de créer des conditions de paix, de développement humain et de solidarité. Donc, est-ce que Trump a le monopole de ce désordre ? Peut-être pas. Et deux, par contre, à court terme, bah oui, Trump aujourd'hui, il fait des tentatives pour négocier. Il dit la paix par la force. Enfin, pour l'instant, c'est plus la force, le durcissement et les recompositions d'alliances, y compris contre des adversaires officiels des États-Unis, qu'il est en train de recombiner. Donc cette formule la paix par la force, finalement, il n'arrive pas à la mettre en œuvre. Et encore une fois, petite question totalement à l'envers. Peut-être qu'on devrait se poser un sujet. C'est justement si Trump s'énerve sur la Russie, parce que Poutine n'accepte pas les choses. Qu'est-ce qui se passe demain si États-Unis, Russie, en fait, ça va plus du tout, et que ça se durcit beaucoup plus fort qu'au pire moment de la guerre froide ?